Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille, non. Ils appellent à la publication des procès-verbaux. Ils appellent aussi à plus de transparence dans le système électoral vénézuélien. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. C'était élection le 28 juillet passé dans le pays Venezuela, mais depuis l'élection ça a fini et puis yo bay résultat yo c'est crise résultat officiel ça qui sorti en faveur président Chavez qui sous pouvoir Nicolas Maduro dirigeant vénézuélien ensemble avec opposition yo pas jambe suspend yo chaque bon côté pa yo revendiquer la victoire et depuis 28 juillet ça d'après information yo gain presque une trentaine moun qui mouri dans violence qui gagnait. Et puis, gagner un face pour face sans rité qui a détérioré de plus en plus entre opposition avec pouvoir dans le pays Venezuela. Analyse dans événement. Quand c'est la gauche en fait qui parle, il est difficile de targuer ces acteurs-là de obéissants en fait à l'impérialisme états-unien. Le 29 juillet, c'était au lendemain élection présidentielle sao dans Venezuela. Eh bien, Nicolas Maduro t'est sorti gagnant dans élection présidentielle ça, ou élection contestée. Après lui, ces manifestations sans arrêter juste dans dernier jour ça yo encore d'après information yo gagné une trentaine moun qui mouri dans violence qui fait et puis gagne environ 200 moun qui blessé dans la rue dans Venezuela. Côté crise ça a commencé, eh bien c'est surtout depuis la mort président Hugo Chavez 5 mars 2013, monsieur était dirigé pays depuis 1999. Il était un modèle, il t'a suivre, c'était le chavisme qui lié à socialisme du 21e siècle et c'est un régime qui était chita sous démocratie directe côté yo distribué tout revenu pays à population en particulier yo servi avec pétrole là qui c'est principale source richesse dans pays Venezuela
Et le monsieur vin mouri, c'est Nicolas Maduro qui te prend maillette là. Et en même temps, il a été assisté à une crise générale. Côté prix pétrole là, l'étape baissé à travers le monde et ça vient déstabiliser pays. Et dans l'élection qui était faite en 2018, Nicolas Maduro a remporté la victoire avec 68% dans voix, mais opposition a refusé d'accepter résultat ça et l'Assemblée nationale là opposition a été levé campé, li te mette Juan Guaido qui était président Assemblée nationale là comme président PIA, c'était le 23 janvier 2019. Monsieur pas jamais exercé vraiment, donc comme ça, il était joint soutien États-Unis avec pays occidentaux, Union européenne, tandis que yon l'autre côté, la Russie avec la Chine t'est campé ferme bon côté Nicolas Maduro, ça t'est vinn fait une crise politique majeure et depuis là ça tête chargée à pas suspendre juste rivé dans élection l'autre jour le 28 juillet. Analyse avec Benjamin Delille, c'est journaliste en Libération en France, et puis Yoleti Bracho, c'est maîtresse de conférences en sciences politiques dans l'université Avignon, toujours en France. Yon micro France Culture. Intéressant, c'est qu'il y a quand même une certaine prudence de la part des États-Unis qui n'était pas forcément sa caractéristique, notamment en 2019 lors de la dernière grande crise politique où ils ont reconnu un président qui s'était autoproclamé Juan Guaido par intérim, où là vraiment il y avait une opposition frontale vis-à-vis de Nicolas Maduro. Là ils ont eu une position qui consistait à dire on reconnaît la victoire de l'opposition mais on ne reconnaît pas encore le président Edmundo González. Enfin, c'est-à-dire qu'ils essayent quand même de garder des gages vis-à-vis du gouvernement vénézuélien. Je pense que ce qui a changé en 5 ans, c'est la guerre en Ukraine, le fait que le Venezuela reste le pays qui a les plus grandes réserves pétrolières connues au monde et que les États-Unis ont besoin de garder des relations avec le Venezuela parce qu'ils ont besoin aussi de cette manne pétrolière, de commercer avec un pays qui peut exporter autant de pétrole, notamment à un moment où ils ont imposé un blocus sur le pétrole russe. Donc il y a une volonté de la part des États-Unis de reprendre les discussions avec le Venezuela. C'est ce qui s'est fait depuis 2 ans maintenant, ce qui a permis aussi, malgré des sanctions américaines toujours actives contre le pétrole vénézuélien, de lever un petit peu l'étau et de commencer à octroyer des licences à des entreprises américaines et des entreprises mixtes. Sous Nicolas Maduro. Il les a acceptés. Et en fait, c'était tout le cœur de la négociation de ces derniers mois, c'était d'essayer de reprendre, d'accompagner le Venezuela dans une reprise aussi de sa production, parce que en lâchant le terrain du Venezuela, les États-Unis prennent le risque de pousser aussi Nicolas Maduro vers ses alliés russes, chinois, iraniens, avec lesquels il était dans un accroissement des relations ces dernières années, et vers lesquels aussi se dirigeaient les exportations de pétrole de manière un peu complexe, parce que dans un système de sanctions américaines, ils étaient obligés de faire du transbordement en haute mer, de brader les prix du pétrole. Donc il y a un intérêt commun quand même entre les deux puissances, entre le Venezuela et les États-Unis, de négocier pour cette question essentielle qu'est la production de pétrole. Et c'est ce qui rend très compliqué la lecture de ce qui se passe au Venezuela, Yoleti Bracho, et qui engendre des débats jusqu'ici en France d'ailleurs sur la scène politique, sur le Venezuela et la présence ou le rôle des États-Unis aujourd'hui, y compris dans cette crise politique. Les États-Unis ont beau jeu de dire qu'ils souhaitent la démocratie au Venezuela. Benjamin Delille rappelait les intérêts économiques, la question aussi de la crise migratoire, où les États-Unis disent ne plus vouloir de migrants chez eux. Or, ils ont souvent procédé à des renvois par avion forcés, dénoncés par Amnesty International car illégaux. Comment ça complique la lecture qu'on peut avoir de ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui ? En fait, justement, la discussion, qui sont les personnes qui vont aller encore plus loin dans cette discussion, vont dire que certaines des alliances et des négociations qui ont été faites autour du pétrole vénézuélien entre les États-Unis et Nicolas Maduro font que
on pourrait aussi imaginer des scénarios où un pouvoir états-unien peut finalement s'accorder, cohabiter d'une certaine manière avec un gouvernement autoritaire au Venezuela, mais qui permet d'accéder en fait aux ressources au Venezuela. Là, des entreprises états-uniennes ont déjà des concessions avec l'entreprise pétrolière vénézuélienne qui durent jusqu'à 2050. Donc en fait, il y a aussi le Wall Street Journal qui à un moment donné a publié un article qui expliquait que certaines personnes à qui le Venezuela actuellement a des dettes en fait et qui sont du coup des personnes naturelles et juridiques aux États-Unis, d'une certaine manière préféreraient négocier cette dette avec le gouvernement actuel et garder certaines garanties ou certaines pressions dans ce sens-là qu'avec un nouveau gouvernement. En fait, là tout ça ce sont des discussions, mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, la situation est telle que il paraît plus intéressant de continuer à suivre les efforts qui sont faits plutôt par les diplomaties de l'Amérique latine qui étant donné les relations historiques avec le gouvernement actuel et étant donné les relations historiques entre l'Amérique latine et le Venezuela, semblent être des plus forte garantie de démocratie. Les États-Unis sont évidemment un acteur important, mais à l'échelle de la région, les diplomaties latino-américaines semblent avoir un rôle assez intéressant en tout cas. Donc vous nous rappeliez Mexique, notamment Brésil et autres. Est-ce que dans le propre camp de Nicolás Maduro, donc en interne, dans le camp chaviste, certains voudraient le voir négocier, Benjamin Delille? Est-ce que certains disent à Nicolás Maduro qu'il faut y aller? C'est probable. Le problème du camp chaviste, c'est qu'il est assez opaque, assez fermé. Faut pas l'imaginer comme une entité unique. Il y a énormément de courants au sein du chavisme. Et ce qui est intéressant, là, je trouve, sur les derniers jours, les dernières semaines, c'est de voir à quel point il y a une escalade dans le langage. En tout cas dans la manière dont on s'oppose à la contestation. On a l'impression que chacun essaye d'être le plus vociférant que l'autre pour condamner ce qu'ils appellent des violences fascistes, etc. Et je pense que ça témoigne aussi d'une certaine fébrilité qui est très difficile à quantifier. Et je pense que Nicolás Maduro, pendant très longtemps, ce qui l'inquiétait le plus, c'était pas vraiment que l'opposition le renverse, parce qu'il arrivait à la tenir à l'écart, mais c'était peut-être une révolution de palais. Parce qu'il y a plusieurs mouvances au sein du chavisme, qui n'étaient pas toutes d'accord d'ailleurs pour le voir remplacer Chavez à l'époque de sa mort en 2013. Et il y a des figures qui sont plus modérées, qui sont censées être plus modérées, notamment le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, qui est celui qui négocie avec les États-Unis, et d'autres qui sont beaucoup plus radicales, Diosdado Cabello, qui était celui qui se rêvait comme le nouveau Chavez, qui est sur une ligne très dure. Pour l'instant, on a l'impression qu'ils ont, en tout cas en commun, depuis le 28 juillet, d'avoir cette ligne dure, d'avoir cette ligne de fermeté vis-à-vis de tous ceux qui s'opposent à eux, qu'ils soient manifestants, opposants ou même diplomates, considérés comme alliés autrefois. Crise politique qui a frappé Venezuela jeudi après élection 28 juillet, crise qui vient aiguiser parce que était là déjà. C'est une grosse épreuve pour la gauche dans l'Amérique latine. Comment yo aborder crise là? D'abord au Chili, Gabriel Boric qui c'est un président la gauche, il était fait connaître que il pas gain doute que Nicolás Maduro t'est essayé faire une fraude. Gabriel Boric lui-même li pas reconnaître élection Maduro même si en même temps li pas dit li reconnaître victoire opposition dans pays Venezuela. Et donc, qui ça Caracas fait, même côté yo expulsé personnel diplomatique chilien qui était Caracas, et yo dit que Masla tombé dans figure Gabriel Boric, lui-même qui c'est un gouvernement pinochetiste, c'est-à-dire partisan ancien dictateur Pinochet et un gouvernement putschiste. C'est ça Venezuela te dit à travers ministère Affaires étrangères li.
Et l'autre côté, en plus de Chilia, il y a des gouvernements de droite en Amérique latine, tant que gouvernement dans Argentine, dans Costa Rica, dans Pérou, dans Panama, dans République dominicaine et dans Uruguay. Eh bien, tout pays ça, 6 pays que la droite a gouverné dans zone, eh bien, Venezuela expulsé personnel diplomatique yo même qui pas quoi que Nicolas Maduro remporté la victoire. Et de l'autre côté, Cuba avec Nicaragua, c'est la gauche qui au pouvoir, yo félicité président vénézuélien que yo reconnaît du même coup. Mais Colombie, Mexique, Brésil, qui yo même tout gagné des expériences de gauche dans les affaires politiques, eh bien, yo campé même côté avec l'Union européenne plus ou moins et même les États-Unis tout, yo mandé pour Maduro by preuve que c'est lui-même qui remporté la victoire, yo publié procès verbal élection qui était faite le 28 juillet. En même temps, 3 gouvernements ça Colombie, Mexique avec Brésil, yo prend engagement pour faire démarche négociation avec Maduro. On retourne sur analyse Benjamin Delille, journaliste dans Libération, avec Yoleti Bracho, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Avignon, qui est dans micro France Culture. Une des choses qui semble les plus claires, selon les données qui sortent du terrain au Venezuela, c'est que dans les quartiers populaires urbains, du coup de Caracas notamment, il y a plusieurs quartiers. Donc on parlait tout à l'heure de Petare, mais on pourrait aussi nommer Katia, on pourrait nommer aussi le 23 de enero. Il y a plusieurs quartiers historiquement gagnés au chavisme qui, à cette occasion-là, auraient voté contre le chavisme au gouvernement. Et après, quelque chose qui me paraît important sur la lecture de cette situation, c'est que dans ce vote, il faudra encore prendre du coup le temps pour voir qu'est-ce qui est de la part de l'adhésion au projet de l'opposition traditionnelle représentée par Edmundo González et María Corina Machado, et qu'est-ce qui est un vote en fait de rejet vis-à-vis du gouvernement Maduro et de mécontentement qui clairement s'est exprimé, comme le disait Benjamin Delille, dans les rues le jour d'après l'élection. C'est vrai qu'on peut se demander, Benjamin Delille, si les Vénézuéliens, ceux qui ont voté pour la droite, pour l'opposition à Nicolas Maduro, l'ont fait parce qu'ils veulent désormais un gouvernement de droite, sachant la cure d'austérité et de libéralisme dans laquelle cela pourrait les plonger, en tout cas si on se réfère à d'autres pays d'Amérique latine, ou une gauche sous un autre visage, c'est-à-dire un rejet, oui, comme dit Yoleti Bracho, de Nicolas Maduro. Et c'est toujours un peu problématique de parler de l'opposition comme une entité de droite, puisque c'est une opposition qui est extrêmement large. Ce qui est très clair, c'est que elle s'est droitisée face au gouvernement de Chavez, face à Nicolas Maduro, et María Corina Machado en est l'exemple même. Vous le disiez tout à l'heure, ces références sont plutôt du côté de Milei, Javier Milei en Argentine. Et on se rend compte qu'il y a le spectre extrêmement large. Aujourd'hui, il y a dans la coalition de l'opposition qui a soutenu Edmundo González, qui pour rappel est un ancien diplomate de 74 ans qui est plutôt pour le coup centriste. Il y avait aussi des communistes, le Parti communiste vénézuélien dont les dirigeants ont été exclus par la Cour suprême, puis remplacés par d'autres plus fidèles à Nicolas Maduro, se sont trouvés dans cette coalition qui est extrêmement large, qui n'a pas véritablement de colonne vertébrale idéologique. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, on voit qu'il y a toute une partie, notamment dans ces quartiers populaires, de gens qui ont une certaine admiration pour María Corina Machado, plutôt pour son courage de s'opposer, mais pas vraiment pour ses idées. Pas pour son programme ultralibéral. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en reste de ce programme, ce qu'elle voulait qu'elle ne présente plus vraiment. D'accord. Qu'elle ne présente plus vraiment. C'est-à-dire qu'auparavant, elle était sur une ligne extrêmement dure. Il faut mettre toute la cúpula, comme ils disent au Venezuela, c'est-à-dire tous les hauts dirigeants de chavistes en prison. Il faut que les États-Unis, elle l'a pas dit clairement, mais elle a laissé entendre qu'il fallait que les États-Unis interviennent militairement au Venezuela. Et elle a un programme où l'idée c'est de tout privatiser, notamment l'industrie pétrolière, pour permettre aux investissements de revenir. C'est encore le cas parce que Fabrice Andréani, il n'y a pas longtemps dans l'émission, nous disait qu'il y avait un consensus transpartisan sur la nécessité aujourd'hui de maintenir des entreprises publiques et notamment sur les hydrocarbures. Alors,
pour le coup, elle veut cette privatisation. Et moi, j'ai eu l'occasion de lui poser la question quand j'étais à Caracas. Ce qui est intéressant, c'est que la question est évacuée tout de suite. Et on le voit dans ses discours, elle arrête pas de répéter, on a nos différences au sein de l'opposition. Et ça, je pense que c'est le point principal de crispation au sein de l'opposition. C'est que va-t-on faire du pétrole si jamais un jour on arrive au pouvoir? Ce que je constate, moi, ce que j'ai constaté pendant ces 2 semaines, c'est qu'il y a quand même ce discours très libéral, ultra-libéral, très droitier. Il a imprimé sa marque dans une certaine catégorie d'électeurs vénézuéliens qui se disent admiratifs de ce que fait Milei en Argentine, qui se disent admiratifs de ce que fait Nayib Bukele au Salvador, qui a construit des prisons gigantesques, a arrêté tous les malandros, les délinquants pour lutter contre la criminalité, au mépris des droits humains. Ça, c'est des choses, des références où nous, en tant que Français, on va être choqués par ce genre de références qui nous paraissent complètement extrémistes et qui, en fait, eux, vont l'expliquer par la dureté de la dérive autoritaire vénézuélienne depuis des années. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très difficile à quantifier. C'est-à-dire combien de personnes adhèrent à ce projet idéologique-là, combien d'autres sont dans un vote de rejet. Généralement, quand on va dans les quartiers populaires, on se rend compte qu'il y a quand même une inquiétude sur ce que sera un gouvernement d'opposition s'il est très 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 à droite. Yoletti Bracho, est-ce que vous qui travaillez en tant que chercheuse depuis longtemps sur le Venezuela, et si je ne dis pas de bêtises, qui en est originaire, est-ce que vous êtes surprise par cette droitisation au fur et à mesure de la société vénézuélienne? Est-ce que c'était imaginable il y a encore quelques années, une société qui, malgré les dérives de Nicolás Maduro, était attachée à une justice sociale, à un réel partage des ressources? Justement, en fait, moi, de mon côté, j'aurais du coup un peu envie de discuter cette idée d'une droitisation de la société, dans le sens où, en fait, au Venezuela existe de manière durable une certaine valorisation du public, de l'école publique, des services publics. En fait, une chose qu'on entend aujourd'hui beaucoup, justement parce qu'on est dans des situations de faillite et compagnie, des hôpitaux, des écoles, etc., c'est plutôt de dire « Ah, mais qu'est-ce que les services publics, quand ils marchaient, ils nous manquent, en fait. » Donc, en fait, j'ai l'impression, en fait, que cette idée d'une certaine justice sociale, en fait, d'un certain état protecteur est toujours assez valorisée. Donc, il me semble que, justement, cette discussion sur quel est le bord politique qui aujourd'hui a la majorité au Venezuela, c'est difficile à répondre. Par contre, ce qui est clair et me semble assez visible à partir de 28 et 29 juillet, c'est que le Venezuela est en train de réclamer de la démocratie et du respect des droits humains, et donc, dans ce sens-là, est en train de rejeter l'autoritarisme du gouvernement Maduro, et la suite de son avenir politique va se décider un jour, mais avant tout et aujourd'hui, la discussion, c'est comment récupérer en démocratie, comment récupérer un respect des droits humains et d'une vie en commun, en fait. Benjamin Delille. Ouais, je voulais ajouter justement sur aussi cette question du positionnement politique. Il y a beaucoup de manifestants qui disaient, mais en fait, le gouvernement de droite, c'est le gouvernement de Nicolás Maduro, qui est devenu néolibéral sur ces dernières années pour pouvoir justement faire face à la crise, qui a fait sauter le taux de change, qui a permis qui a fait sauter le plafonnement des prix qui avait été imposé sous Chavez, qui a permis la dollarisation du pays, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre choix. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le contraste entre le discours du gouvernement de Nicolás Maduro, qui se veut socialiste, qui est clairement anti-impérialiste, mais qui se veut socialiste et justement un représentant du peuple, et la manière dont ces politiques sont menées, qui ne sont plus du tout des politiques de service public, qui sont plus du tout des politiques de gauche. Et ça c'est quelque chose qui revenait assez souvent quand justement on interroge les manifestants sur qu'est-ce que vous dites de cette critique qui vous est faite d'être de droite fasciste. C'est-à-dire, mais qui aujourd'hui impose une politique néolibérale au Venezuela, qui a laissé les services publics se détruire? C'est le gouvernement de Nicolás Maduro. Et ça, c'est très important pour, je pense, comprendre, pas tomber dans cette espèce de manichéisme qui est d'un côté l'extrême droite de Maria Corina Machado, entre guillemets, et de l'autre le gouvernement de gauche assiégé par les États-Unis. Et qui, lui, remet toujours la faute sur les sanctions, dont on peut, entre parenthèses, rappeler quand même qu'elles ont abîmé l'économie du Venezuela. De toute façon, tout ça est toujours inextricablement lié, à la fois la mauvaise gestion et ces sanctions qui pèsent depuis très longtemps sur le Venezuela. Les États dont vous disiez tout à l'heure, Yoletti Bracho, en Amérique latine, qu'ils sont plus légitimes aujourd'hui pour peser sur Nicolás Maduro, que ce soit le Mexique, le Brésil, la Colombie, est-ce qu'ils exercent aussi une pression sur l'opposition pour la forcer à trouver elle aussi des compromis, ou la communication, la discussion ne se fait qu'avec Nicolás Maduro?
Non, elle s'est fait aussi tout à fait avec les représentants de l'opposition et notamment du coup avec, disons, la leader assez évidente aujourd'hui qui est María Corina Machado. Après, c'est clair que les demandes ou les propositions qui sont faites sont difficiles à entendre quand on est à l'opposition. Par exemple, il y a des propositions sur des formes de cohabitation, c'est-à-dire négocier de manière ou d'une autre un gouvernement de cohabitation entre le pouvoir chaviste et le pouvoir opposant. Ou commence à se discuter l'idée de refaire l'élection avec un meilleur accompagnement de la communauté internationale, etc. Bon, quand on dit et qu'on a les preuves d'avoir gagné et qu'en effet c'est précisément ce qui semble sortir du terrain, il est difficile de dire qu'on va céder jusqu'au point d'aller faire une nouvelle élection. Donc effectivement, trouver de ce côté-là des propositions qui servent aux uns et aux autres, c'est difficile. Une dernière chose qui a été dite par María Corina Machado récemment, c'est que dans ce dialogue, du coup cette fois-ci plutôt avec les États-Unis, elle aurait été en situation de proposer des garanties à Maduro et à ses proches pour sortir du pays sans forcément être poursuivi par la justice, etc. Cela ne semble pas avoir été bien reçu non plus. Bon, en tout cas, pour l'instant, on ne la voit plus. Les candidats de l'opposition les plus visibles jusqu'à présent ne le sont plus du tout depuis maintenant 2 semaines. Benjamin Delille, pour conclure en quelques mots, Nicolas Maduro a pu compter sur le soutien de la Russie et de la Chine, qu'il considère aujourd'hui comme le vainqueur de l'élection présidentielle. Jusqu'où peut aller ce soutien ? Pour l'instant, je pense que ce soutien, il est un peu inébranlable parce que ils ont pas envie de perdre ce partenaire qui est quand même un partenaire qui leur offre du pétrole à prix complètement bradé. Donc, je pense que ce soutien-là ne changera pas. Ce qui va être intéressant, ce que disait Yoletti, c'est de voir comment est-ce que la médiation du Brésil, de la Colombie et du Mexique va se mettre en place, même si pour l'instant on a du mal à voir. Ce qui peut en ressortir, c'est un peu la seule voie du salut, je pense, pour le Venezuela actuellement. Bien voilà, c'était Benjamin Delille, journaliste dans Libération, Yoletti Bradshaw, qui c'est une intellectuelle maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Avignon, qui était la micro France Culture. Avant nous finir, magazine ça, n'a dit que Brésil avec Colombie, en particulier, eux-mêmes qui gagnent frontière avec pays Venezuela, ils ont une grosse crainte pour quantité monde pas quitter Venezuela pour venir la Caillou, c'est 7 millions vénézuéliens qui déjà quitté Venezuela depuis 10 ans à cause crise qu'a frappé pays. Le 15 août, Lula avec Gustavo Petro t'est proposé pour gagner un gouvernement coalition qui établit dans Venezuela et puis pour refaire élection 28 juillet. C'est une suggestion que gouvernement dans pays Venezuela rejeté catégoriquement, même jantou opposition rejeté proposition ça. C'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio. Pour numéro ça, nous t'ai consulté France Culture, Courrier International, Le Monde ak l'Humanité. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça tout le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook ak YouTube. Koumanouye. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille non.